J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bon début de semaine, Benoît. Salut, Mario. Le cabinet de Lionel Carman qui nous confirme là, l'histoire, qui nous confirme qu'ils ont bel et bien demandé, ou que le ministre a demandé à Mme Lemay, la directrice nationale de la protection de la jeunesse, de démissionner. On était-tu rendu là? Ou plus que rendu là? Oui, non, mais t'en as parlé tantôt avec Yasmine. C'est clair. Moi, Catherine Lemay, je la croiserais sur la rue, je la reconnaîtrais pas. Je ne sais pas. Elle m'inviterait à souper, je ne saurais pas à quelle table m'asseoir. C'est qui, Catherine Lemay? On l'a-tu vu? On l'a-tu entendu? Puis il me semblait qu'il y avait urgence d'agir. La commission de Régine Laurent, il y a 3 ans, tu sais, elle est nommée. Là, tu dis, il y a urgence. Là, on va prendre ça en main. La petite fille de Granby est pas morte pour rien. Puis on va redresser la DPJ. Bruit de criquet, s'il vous plaît, pour les effets sonores. Mais qui a nommé Mme Lemay? Mario? Le gouvernement. Ça avait même été plutôt bien accueilli comme nomination, son CV, sa connaissance des enjeux. Je te dis, il y a quelque chose qui s'est pas passé. On dirait qu'elle s'est pas installée, là, sa chaise en position d'autorité, en disant, OK, moi, j'ai le mandat de défendre les jeunes, là, puis je vais monter au front pour les jeunes. Je sais pas. Mais excuse-moi, mais basé sur quoi? Elle est membre de l'Ordre professionnel des psychoéducateurs, psychoéducatrices du Québec. OK? Mais ça veut pas dire que tu vas agir, ça veut pas dire que tu as de l'interaction avec le personnel, ça veut pas dire que tu vas prendre des bonnes décisions. Tu es membre de l'Ordre professionnel. Non, mais elle avait passé sa vie là, dans les enjeux de protection de la jeunesse. Ça, supposément qu'elle connaît ça. Mais non, mais Mario, t'as beau avoir passé... Il y en a qui ont passé leur vie dans les médias, puis ils sont toujours pas bons. C'est pas parce que tu passes ta vie dans un domaine que tout à coup, tu es un prix Nobel. Tu sais, revenons à M. Carman, qui est quand même à la tête de tout ça, qui, je vous le rappelle, a fait une grande gaffe avec, entre autres, si ce n'est que ça, la maison Benoît Labre, qui a dit on sauve l'humanité, on sauve les gens, nous autres, mais on va saccager tout un quartier. Et la maison Benoît Labre sévit encore aujourd'hui. Mais il est là, lui, il l'a vu, puis il a dit c'est une bonne idée de mettre la maison Benoît Labre à côté de l'école Victor Rousselot, dans un quartier où les gens ont peur de sortir le soir. Ça, c'est notre même ministre qui a de la misère à enfiler 2 phrases de suite en entrevue, qui a de la misère à accepter des entrevues parce qu'il est tellement bien entouré. Je veux dire, là, c'est Catherine Lemay qui passe au cash. Je veux bien, mais Carman, lui, c'est quoi sa responsabilité là-dedans? Je pose comme question. Oui. Non, mais probablement qu'une des raisons pourquoi Mme Lemay passe au cash, c'est que le ministre n'a pas été informé. Là. Je veux dire, il y a les faits eux-mêmes qui sont graves, mais tu sais, le ministre Carman, la semaine passée, là, tout ça se passait en direct. Là. Moi, j'étais à la télé, à la Le ministre Carman nous a dit, on l'a pogné en point de presse en direct. Il a dit, moi, je l'ai su la semaine passée. Mais moi, je venais d'avoir la madame du centre jeunesse. Elle dit, nous, on le sait depuis la mi-septembre. On a lancé une enquête à mi-septembre. Qu'est-ce que ça dit de ton ministre? Mais non, mais ça veut dire que pendant un mois, ils n'ont pas informé le ministre. Là. Mme Lemay, elle était au courant. Puis pendant 3 semaines, un mois, elle l'a pas dit au ministre. C'est que le ministre, mettons que l'histoire avait coulé, parce que tout peut couler. Là. Un journaliste la prend, le sort à la une. C'est que le ministre l'aurait appris dans le journal. On était à 1 semaine près que le ministre l'aurait appris dans le journal. Mais ça te tente pas d'avoir un ministre qui est un peu plus curieux? Ça te tente pas d'avoir un ministre qui est... Le ministre peut pas savoir ce qui se passe. Mettons, le ministre de la Santé sait pas ce qui se passe dans les hôpitaux. Faut qu'il y ait une norme quand il y a un problème majeur. Attends, tu me dis qu'un ministre... Tu sais, je donne l'exemple. Catherine Lemay, là, ajoute à ça Isabelle Gélina, ajoute à ça Geneviève Biron. Moi, je veux bien que les femmes soient en position de décision, là. Tant mieux, ça en prend partout. Mais on peut pas dire que ces 3 nominations-là nous Geneviève Biron a quasiment pas commencé, mais dans le cas de Mme Lemay, elle a un devoir d'avertir. À mon avis, elle a un devoir d'avertir le ministre. Geneviève Biron est là depuis avril. Elle va commencer quand? On est rendu en octobre. Quand est-ce qu'on va voir la différence? C'est quoi ces nominations-là? Qui prend ces décisions-là? Basées sur quels critères? En attendant quel genre de résultats?
Parce qu'on les voit pas, là. Fait que moi, je veux bien qu'on sacrifie Catherine Lemay, mais la personne qui l'a nommée va répondre de quoi à qui, là? Vous ben, coudonc, c'est plate, hein? Comme Mme Guilbeault qui répond quand c'est le tunnel La Fontaine, ça va coûter 1 milliard de plus, ça va prendre 1 an de plus ou 2. C'est plate, hein? Ça, c'est la réponse du gouvernement caquiste. Ben, c'est plate. C'est toujours plate. Mais on arrive devant des décisions, moi, que je trouve incompréhensibles. Cette femme-là a été nommée. On disait que tout le monde était heureux. Regarde, là. Ouais. Et d'ailleurs, en passant, juste un bémol, là. C'est grave ce qui est arrivé. C'est grave ce qui est arrivé. Les 9 éducatrices qui ont des relations sexuelles avec des mineurs, c'est grave, j'enlève rien. Mais là-dedans, là, il y a des proxénètes. Là-dedans, là, des vendeurs de dope. Fait que c'est pas... Tu sais, il faut mettre les choses en contexte, là. C'est pas des enfants de 12 ans qui ont été abusés, là. C'est, je suis désolé, des jeunes criminalisés qui étaient en centre jeunesse. Fait que c'est une autre dynamique. Je dis pas que c'est pas grave. Je dis pas que c'est pas important. Mais il faut dire les choses. Faut bien identifier ces jeunes-là. Je veux dire, si t'es proxénète dans la vie, de voir l'éducatrice tout nue rentrer dans ta chambre, c'est pas un événement. Tu sais, là, il faut mettre les choses dans leur contexte. Non, mais l'éducatrice sont pas coupables. Non. Mais l'éducatrice a un devoir professionnel. D'ailleurs, c'est une des questions qui a été soulevée par l'Association des éducateurs et éducatrices. Ils veulent, eux, un ordre professionnel. Même débat qu'à l'école Bedford, il y en a qui ont ramené. Comment ça se fait qu'on n'a pas un ordre professionnel des enseignants? Je te la soulève la question, Benoît, mais de quoi a-t-on peur? Il me semble dans une société où les gens vont à l'université, apprennent longuement, pendant des années, les rudiments d'un travail important pour devenir des professionnels. De quoi a-t-on peur? Parce que la plupart des professions, tout ce qui tourne autour de la santé, tout le monde a des ordres professionnels. De quoi a-t-on peur d'avoir des professions encadrées par un ordre professionnel? Ouais, ben, qui a peur de quoi? Les syndicats? Dans le cas des enseignants, c'est une bataille syndicale, c'est clair. Ouais. Puis là, ça doit être pareil, parce que là, on veut pas que les membres répondent de leur comportement, qu'ils soient évalués. Dire, on peut pas évaluer les profs. On peut pas évaluer les éducateurs, comment ils sont recrutés. Là, on dit partout qu'il y a des pénuries de personnel, ça s'applique à l'horizontale. Alors, comment on fait ces choix-là, basés sur quels critères? Puis s'il y avait un ordre professionnel, il y a des gens qui devraient répondre de ces décisions-là, de ces embauches, de son travail. Il faudrait qu'ils soient évalués. Évalués par qui? Évalués comment? Puis en temps de pénurie de personnel, est-ce qu'on ferme les yeux sur quelques écarts, des retards, des problèmes de comportement? Mais les ordres, est-ce que les ordres vont tout régler? Au moins, ça nous donnerait ça nous donnerait une référence sur le comportement à avoir quand tu occupes un poste ou un autre. Ouais. Es-tu inquiet de voir, toi, des comptables spéciaux de la STM qui portent ce qu'ils appellent la mince ligne bleue, la Thin Blue Line? La signification de ça fait débat, là, mais pour certains, ça fait clairement la promotion de l'extrême droite. Ouais, et ça, c'est charrié par le Journal de Montréal, là, cette extrême droite-là, c'est vraiment charrié. Je vais te dire pourquoi dans un instant. Mais là, le STM, le SPVM, tout le monde est d'accord, là. On veut pas que les constables dans le métro portent cette patch-là, là, de Thin Blue Line, la mince ligne bleue. Puis là, tout à coup, on associe ça à un symbole de haine. Je suis allé voir la Fédération de la police nationale. C'est un syndicat pour la GRC. Et ce qu'on dit là-dedans, je vais juste partager ce que je suis allé voir. Pour les forces de l'ordre, pas eux autres, là, la Thin Blue Line symbolise l'unité et la camaraderie entre les policiers. C'est un symbole de sacrifice, de force et d'engagement. Au Canada, la Thin Blue Line a été utilisée de manière particulièrement poignante, notamment pour commémorer les membres tombés au combat. Elle rappelle également que les forces de l'ordre constituent la ligne de démarcation entre la société et l'anarchie, un sentiment qui résonne profondément dans les rangs. Ça, c'est la version du syndicat. Et tu as eu Joseph Wamba, que j'avais lu dans les années 70-80, qui écrivait des romans, c'est un ancien policier. Et la Thin Blue Line, c'était aussi pour une espèce de code de silence. Tu sais, de pas
de pas dénoncer un collègue policier, qui a mal agi. Alors, c'est de là, puis là, on l'associe malheureusement aux événements de janvier 2021 où des émeutiers, oui, dans les forces, dans l'extrême droite, a forcé le Capitole. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça est vrai en partie, parce que la Thin Blue Line représente plusieurs choses, dont la solidarité entre les policiers. Alors, si on veut pas de la Thin Blue Line, ben, on va se débarrasser du café à l'Assemblée nationale. On va se débarrasser de bien des symboles qui peuvent choquer certains groupes dans la société. Ouais. Puis, mais là, d'ailleurs, si on permet pas les symboles, la question, mettons qu'on permet pas les symboles religieux pour les personnes en autorité, est-ce qu'on permet d'autres symboles sur un uniforme? Moi, c'était plus là ma question. Là. De solidarité entre policiers, je ne sais pas. Mais moi, je suis allé voir, là, il y a des bracelets, il y a des bagues, il y a des vêtements, il y a des casquettes, il y a des cache-cous, il y a des masques, des porte-clés, des casquettes, tu sais, des patchs. C'est comme un symbole. Moi, je pense d'associer ça à l'extrême droite, puis de dire si un constable dans le métro a ça sur son uniforme, ça veut dire que c'est un néo-nazi. Faut pas, poussons égal, là. Faut pas pousser, tu sais, calmons-nous. Je suis pas sûr que ça représente un aspect positif pour la société. Tu sais, le club fermé des policiers qui ferment les yeux sur le comportement de leurs collègues, c'est pas souhaitable non plus dans notre société. Mais si c'est un signe de solidarité entre policiers, qui d'ailleurs courent partout dans le métro, la violence dans le métro, c'est pas réglé. Tu sais, les constables dans le métro, ils se font bardasser par des baveux, par des gangs, qui, eux, s'affichent librement. Je sais pas quoi penser. Non, mais c'est de rajouter. Moi, je suis pas chaud là, de rajouter toutes sortes de patchs parce que sur l'uniforme. Tu sais, un uniforme, c'est un uniforme. Il y a un symbole officiel, puis tu le portes comme ça. C'est mon feeling. Benoît, on prend ça demain. Salut. Salut.